Les femmes, on le voit tous les jours, sont de plus en plus présentes dans tous les domaines. Capitaines d'industrie, architectes, police, administration, elles prennent et tiennent toute leur place, quelquefois mieux que les hommes. En politique, pour l'élection présidentielle, ce ne sont pas moins de 6 femmes qui revendiquent la place et qui ont toutes leurs chances. Citons dans l'ordre alphabétique Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Charlotte Marchandise, Valérie Pécresse, Anna Agueb-Potry et Christiane Taubira. Dans ce contexte, je me suis souvenu que le 21 février 2020, je recevais Alexandra Borchio. Alexandra Borchio qui décrivait et analysait si justement la place des femmes en politique. Je vous propose la rediffusion de cette émission. Souvenez-vous, nous étions à cette date en pleine campagne, mais pour les élections municipales. La place des femmes était déjà un sujet d'actualité. Alors, avec un parcours exemplaire, Alexandra Borchio, de conseillère municipale à l'époque, elle est aujourd'hui sénatrice des Alpes-Maritimes, conseillère départementale, secrétaire générale adjointe au sein du Parti Les Républicains, directrice de campagne déléguée de Valérie Pécresse et présidente du CRT, le comité régional du tourisme Côte d'Azur. Comment les femmes elles-mêmes perçoivent-elles cette évolution de leur rôle en politique? Quelles sont les différences entre une politique menée par une femme et une politique menée par un homme? Quelles sont leurs qualités? Quels sont leurs défauts? Voici un échantillon de questions que je poserai à mon invité, Alexandra Borchio. Bonjour. Bonjour. Diplômée en sciences de l'information et de la communication, vous avez été journaliste pendant 10 ans et élue depuis 2008. Actuellement, vous êtes conseillère municipale à Antibes-Juan-les-Pins, déléguée à la jeunesse, présidente de la commission éducation, enseignement supérieur, vie étudiante et recherche, chargée de mission pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Autre poste, celui de conseillère départementale des Alpes-Maritimes, vice-présidente du comité régional du tourisme avec un objectif, faire rayonner la marque Côte d'Azur France. Vous siégez pour un an encore au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et je terminerai cette énumération par la charge de suppléante d'Éric Pauget, député de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes. Ouf. Alexandra Borchio, vous êtes la seule femme en politique de la région, on dirait. Comment vous arrivez à cumuler toutes ces fonctions et comment concilie-t-on vie familiale, parce que vous avez des enfants, et politique ? Alors c'est vrai que en dressant le portrait, ça fait beaucoup de responsabilités, mais elles sont toutes complémentaires. J'assume 2 mandats, un municipal et un départemental, et comme vous le savez, chaque collectivité a des compétences différentes au sein d'un territoire. Et ça se complète ? Et ça se complète. Une ville, par exemple, pour le volet éducation, parce que c'est une de mes délégations, s'occupe notamment des écoles, les départements, comme vous le savez, des collèges, la région des lycées. Donc, finalement, ça ne se rentre pas dedans. Il y a une vraie complémentarité dans l'exercice de ces mandats. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'une récente loi a supprimé le cumul des mandats, mais non pas sur des mandats locaux, puisque, justement, il n'y a aucun obstacle à pouvoir les exercer. Des mandats électifs, surtout. Voilà. Après, c'est vrai que concilier avec une vie professionnelle aussi, parce que j'exerce une activité professionnelle et familiale, c'est une question d'organisation. Je pense aussi qu'il faut être... très bien organisé. Il faut être bien organisé. Je pense qu'il faut aussi être bien avec soi-même pour pouvoir réussir à mêler ces 3 activités, mais qui font en tout cas pour moi aujourd'hui des journées très enrichissantes et un emploi du temps qui me comble et une carrière qui me plaît aussi. En Europe, les femmes votent depuis 1917 en URSS, 1918 au Royaume-Uni, et ceci à partir, il fallait avoir 30 ans. En 1919, c'est en Allemagne. En 1920, aux États-Unis. En France, le droit de vote est accordé aux femmes le 21 avril 1944 par une ordonnance du Comité français de la libération nationale signée par Charles de Gaulle depuis Alger. Une réaction ? Trop tard, trop tôt ? Évidemment trop tard et puis ce qu'on a découlé depuis 1900, justement ces années 40 où la femme a pu accéder au droit de vote, en tout cas il y a quand même eu une progression. Aujourd'hui c'est vrai que je défends l'égalité femmes-hommes, mais au niveau mondial notre pays en tout cas n'a pas à rougir aujourd'hui de ce qui se passe dans la place des femmes dans la société, je parle en général, pas que dans la politique. Donc voilà, ce qui ne m'empêche pas de vouloir continuer à défendre l'égalité femmes-hommes, parce qu'à mon sens elle ne va pas encore assez vite, mais on peut quand même se réjouir. Il faut quand même avoir assez de recul pour se rendre compte aussi de ce qui se passe dans certains pays où les femmes n'ont
presque pas le droit d'exister. Donc je suis heureuse de la situation en France, mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer à travailler. Depuis 1944, nombreux se sont engagés en politique à des degrés divers et des raisons divers. Je citerai Marie-France Garot, influente conseillère du président Georges Pompidou et soutien du jeune Jacques Chirac, Françoise Giroud, Michel Alliot-Marie, Edith Cresson, Gisèle Halimi, Elisabeth Guigou, Ségolène Royal, Simone Veil, Nathalie Kosciusko-Morizet, Martine Aubry, Valérie Pécresse, Cécile Duflot, Christiane Taubira, Christine Lagarde et plus près de nous, Marlène Schiappa qui est au gouvernement. Au fil du temps, est-ce que vous avez senti qu'il y avait une évolution du rôle de la femme en politique et dans quel sens elle a été ? Alors la place de la femme dans la politique a nécessairement évolué grâce aux lois. On voit bien que là où Il a fallu des lois. Il a fallu des lois et on voit bien qu'aujourd'hui, là où les lois n'imposent pas un quota, parce qu'on est obligé de parler de quota de femmes, la parité n'est pas respectée. Donc il y a eu une nécessaire évolution, mais qui ne s'est pas faite naturellement, mais qui s'est faite grâce aux lois. Donc là aussi, j'œuvre dans différentes instances nationales, comme notamment au sein de l'Association des maires de France et au sein du Haut Conseil à l'égalité, dont on parlait tout à l'heure, pour justement faire évoluer ces lois sur la parité. Il y a besoin encore de continuer à imposer des quotas dans les assemblées pour que la parité soit respectée. Et c'est important, à mon sens, que les femmes et les hommes siègent au même nombre dans des assemblées pour pouvoir délibérer en toute complémentarité. Qu'est-ce que ça peut donner s'il n'y avait pas les quotas respectés ? Là où il n'y a pas de quota, la parité est pas respectée. Premier exemple, les communautés de communes. Je parle dans les décisions. Dans les décisions, je pense qu'il y a besoin d'une complémentarité et que à aucun moment, en tant que femme politique, j'impose ou je dis tout simplement que les femmes ont un regard plus éclairé. Absolument pas. La femme est l'égale de l'homme et je pense qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles les femmes n'ont pas à siéger dans les assemblées. Donc je ne sais pas vraiment si qu'une ville ou une commune soit administrée par une femme ou un homme, il y a un changement. Je pense qu'on est tous exactement pareil, et c'est justement parce qu'on est égaux l'un et l'autre qu'il n'y a pas il faut absolument qu'on siège, qu'on occupe la même place, en tout cas dans les assemblées. Je pense qu'il y a besoin d'une complémentarité. Les lois sur la parité qui sont arrivées par exemple dans les départements, aujourd'hui, personne ne pourra dire que c'est une mauvaise chose. Au contraire, je pense que le fait que l'Assemblée soit paritaire apporte en tout cas une complémentarité et peut-être un regard non pas différent, mais qui est complémentaire à celui que pourrait avoir un homme. Alexandra Bourquet, on va parler de votre rôle dans la communication, puisque vous êtes conseillère en communication et médias. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer en politique ? Je pense que le monde entre... Parce que vous aviez une voie toute tracée. J'avais une voie toute tracée et je n'ai pas refermé la porte à cette voie. Du média vers la politique. Oui, je pense, et puis ça c'est souvent... C'est complémentaire je ne sais pas si c'est complémentaire. En tout cas, il y a quand même un lien entre les médias et la politique, c'est indéniable. On le voit que certains journalistes... sans le côté personnel et conjugal, mais certains journalistes finissent dans la politique. Je pense que je ne suis pas la seule. Ils épousent la politique. Et inversement, certains politiques finissent dans des médias. Ça arrive que des hommes politiques finissent chroniqueurs d'émissions de télévision ou même journalistes eux-mêmes. Je pense qu'il y a un lien entre les deux et c'est à force justement d'interviewer des hommes et des femmes politiques qu'a suscité aussi cette envie de vouloir m'engager. Et c'est suite à une rencontre dans le cadre d'une interview d'un élu. On était en 2007, donc un an avant les élections municipales. Et puis il fallait aussi avoir des jeunes, des femmes. C'est pas le plus évident à trouver quand on compose une liste. Donc on m'a proposé de m'engager à ce moment-là. Et je me suis dit pourquoi pas. Et c'est vrai que tout de suite, dès le jour de l'élection, j'ai ressenti en moi, peut-être c'était une vocation cachée, mais en tout cas je pense que le journalisme et la politique sont quand même étroitement liés et que l'une et l'autre voie me convient bien, mais je referme pas du tout la porte au journalisme. Je me dis la politique c'est pas éternel et que si un jour j'arrête, probablement que je reviendrai à mes premiers amours. Vous siégez, vous l'avez dit tout à l'heure, au Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. On a parlé de parité, enfin du moins vous en avez parlé. Pourquoi on n'arrive pas à imposer la parité ? Alors on y arrive parce que d'abord on peut pas dire ça fait des centaines d'années ou des milliers d'années, depuis la nuit des temps tout est dirigé par des hommes. Donc ce changement il peut pas s'opérer, on peut pas imposer des quotas, que ce soit dans les conseils d'administration des entreprises. Mais pourquoi des quotas ?
Pourquoi des quotas automatiquement? Parce que sinon, ça ne se fait pas. On ne peut pas jouer sur les valeurs simplement des personnes. Non, alors évidemment, il y a des entreprises comme des collectivités qui font le choix de la parité, mais c'est minoritaire. Donc si on ne passe pas par ces lois-là, on voit malheureusement qu'on n'y parvient pas. Donc là, par exemple, au sein du Haut Conseil à l'égalité, j'ai siégé dans la commission, je siège toujours dans la commission parité, et l'un des enjeux, en fait, c'était de parvenir justement à ces quotas dans les conseils d'administration. Il y a une loi qui s'appelle Copé-Zimmermann qui imposait déjà 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. Notre question maintenant, c'est est-ce qu'on l'étend dans les CODIR, dans les COMEX, les comités de direction, les comités exécutifs des entreprises? Est-ce qu'on impose ces quotas aussi dans les entreprises plus petites que celles du CAC 40? Donc on a mené tout un tas d'auditions, on a émis un rapport qu'on a remis au ministre de l'économie qui s'est montré plutôt favorable et positif pour pouvoir travailler là-dedans. Maintenant, on voit bien que dans les entreprises, il faut y aller petit à petit. Les entreprises font face à pas mal de problématiques. Donc c'est à nous de pouvoir l'emmener avec bonne intelligence pour pouvoir les sensibiliser sur le sujet et leur montrer tout l'intérêt dans les entreprises. Il y a des entreprises où il y a 80% de femmes dans l'entreprise. Pourquoi dans leur conseil d'administration, il ne siège que les hommes qui sont minoritaires dans l'entreprise? Donc là aussi, à nous de voir comment articuler, comment amener justement ce débat, le faire évoluer pour toujours avec la même finalité, pour que les femmes puissent prendre leur place dans la société. C'est le verbe imposer qui me gêne. Eh oui, je comprends bien, mais malheureusement, si on ne passe pas par la loi et qu'on ne l'impose pas, ça ne se fait pas. Et dans beaucoup de domaines, c'est exactement la même chose, que je comparerai pas ici, mais bon, on voit bien que quand ça ne se fait pas naturellement, on est obligé de passer en force les choses. Dans le cadre de vos mandats de conseillère municipale, conseillère départementale, comment qualifiez-vous les relations que vous entretenez avec vos collègues dans ce milieu, dans le milieu de la politique que l'on dit machiste? Et question subsidiaire, est-ce que certains ont encore du mal à vous prendre au sérieux? Alors, j'ai de très bons rapports, donc je pense que vous parlez de mes collègues masculins. Oui, absolument. Voilà. Écoutez, j'ai aucun problème avec mes pairs, tout se passe admirablement bien. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis engagée, j'ai pas une longue carrière et j'ai encore toutes mes preuves à faire, mais je pense qu'au niveau de la crédibilité et du sérieux, enfin, j'ose espérer en tout cas que je n'ai plus à le prouver. Maintenant, ça ne m'empêche pas de continuer justement à travailler et à redoubler d'efforts. Est-ce qu'il n'y a pas certaines réticences quand même? J'ai pas l'impression, en tout cas, au vu du parcours. Ils les cachent? Non, je crois pas. Je crois qu'aux 12 ans que je suis engagée, j'ai aujourd'hui beaucoup de responsabilités. Je pense que ce n'a pas été un frein pour moi, en tout cas. Peut-être que j'aurais pu aller plus loin et qu'on m'a empêché. Je peux pas tout savoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, Vous n'avez pas ressenti? Non, je ressens absolument pas. On me confie des responsabilités de plus en plus importantes. Donc, je ne pense pas que, au contraire, ce soit un frein et que je manque de crédit. Autre volet de vos attributions, celle de vice-présidente du comité régional du tourisme avec volonté, je l'ai dit tout à l'heure, et objectif précis, faire rayonner la marque Côte d'Azur France. En politique, quelles sont les qualités que l'on peut attribuer à une femme? Et puis aussi, quels sont les défauts qu'on pourrait lui attribuer? Alors, les qualités, pour moi, toute femme qui s'engage, que ce soit d'un ministère jusqu'à une conseillère municipale du plus petit village de France, pour moi, c'est important que les femmes s'engagent et que la qualité qu'il faudrait, mais je pense que je l'attribuerais aussi aux hommes, ce serait peut-être la persévérance et la tempérance. Enfin, moi, en tout cas, c'est deux qualités que j'essaye au quotidien de m'administrer dans l'exercice de mes mandats. Les défauts, peut-être plus celui d'une femme, ce serait d'éviter de s'auto-censurer. On voit bien que les femmes aussi n'osent pas s'engager parce qu'il y a une part d'autocensure où elles pensent qu'elles ne vont pas y arriver. Et ça, c'est pas des paroles en l'air. J'anime un réseau national de femmes élues. À chaque fois qu'on fait des tables rondes, il y a plus de pragmatisme, mais en même temps, il y a un frein. Il y a un frein personnel qu'elle s'auto-administre parce que la pression, parce que ce que je redisais tout à l'heure, les femmes doivent être celles qui s'occupent des enfants, de la maison. On est encore dans ce schéma-là. Alors bien sûr, ça évolue. On voit aujourd'hui que les hommes sont beaucoup plus impliqués dans la vie familiale et qu'elles laissent aussi plus de place à leurs épouses. Mais bon, c'est toute une éducation aussi, des stéréotypes à déconstruire qui ne se font pas en une génération. Donc peut-être que le conseil que je donne à toutes les femmes qui ont envie de s'engager, c'est lance-toi et surtout crois en toi. Et surtout, garde bien tes convictions. Est-ce que la femme est plus sujette au consensus? Je crois pas. À la neutralité? Non, je crois pas. Elle arrive à trouver une troisième voie? Non. Je pense que les femmes, en tout cas, arrivent à mener plusieurs activités, au-delà de l'activité familiale, professionnelle et... Elles sont mieux organisées? Je pense qu'elles sont
Ouais, je pense qu'elles sont bien organisées en tout cas, et qu'elles arrivent à faire face à plusieurs situations. Mais là aussi, chaque personne est différente, donc je ne pourrais pas en faire une généralité. Si vous étiez élu maire d'Antibes-Juan-les-Pins, puisque vous êtes conseillère de Leonetti, d'après vous, quelles seraient les différences entre votre vision de la politique, de la ville, et celle menée par un homme ? Est-ce qu'il y aurait une différence ? Alors, il n'y aurait pas une différence genrée. Je pense que c'est pas parce qu'un homme administre et une femme que j'aurai des politiques différentes. Par exemple, pour ce qui est par exemple l'égalité femmes-hommes, j'ai réussi à impulser par mes délégations, avec l'engagement et la volonté, bien évidemment, de Jean Leonetti, des actions publiques visant à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Là, je parle plutôt du terrain. Terrain, c'est-à-dire gérer la ville d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a une vision féminine de la gestion de la ville ? Non, je ne crois pas qu'il y ait une vision féminine. Je pense qu'il y aurait une vision différente parce qu'on est des êtres différents, pas de la même génération, avec un parcours différent. Donc on ne pourrait absolument pas avoir la même vision totale. Maintenant, les valeurs seront probablement les mêmes. C'est la raison pour laquelle on fait partie de la même équipe. Mais je ne crois pas que, par exemple, on peut prendre la différence. Je ne crois pas qu'il y a des communes qui administrent leur commune, leur collectivité différemment parce que le maire est une femme. Je pense que c'est propre à chacun et chacun sa sensibilité. Une autre responsabilité que vous endossez, celle de suppléante d'Éric Pogès, député de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes. Ce qui vous a permis d'être nommé dans l'équipe dirigeante de Christian Jacob en tant que secrétaire général adjointe au sein du parti Les Républicains. Je vous félicite d'ailleurs pour cela, parce que je vous ai vu évoluer depuis quelques années et je trouve que vous avez fait un grand chemin. Alors, comment vous concevez votre attribution ? Alors cette attribution, elle est due non pas parce que je suis la suppléante d'Éric Pogès, mais parce que je suis militante, adhérente Les Républicains, conseillère nationale du parti et donc assez active au sein de ma famille politique. Il y a eu des élections internes récemment avec plusieurs candidats. Alors j'ai pas choisi celui qui était de ma génération, mais j'ai choisi celui qui ressemblait le plus à mes valeurs. J'ai jamais trahi mes convictions. Et ensuite l'homme, j'ai adhéré à ses propos et puis dans sa campagne électorale d'élection, il disait justement qu'il voulait aussi fonder, on appelle ça un bureau politique ou l'équipe dirigeante, on va dire un conseil d'administration qui n'est pas fait justement que de parlementaires. Donc j'ai rien contre les parlementaires, mais je pense que c'est intéressant aussi d'avoir des petits élus comme moi, des conseillers municipaux, voilà, pour bien rester ancrés dans les territoires, parce que moi je suis souvent dans ma permanence et je tracte et je fais les campagnes et je suis près des militants. Donc je pense que c'est bien aussi de porter cette voie-là. C'était la volonté de Christian Jacob. Donc quand il a constitué son équipe, il a souhaité avoir des conseillers municipaux, des élus locaux, et donc comme on s'était rencontrés à plusieurs reprises, il m'a fait cette proposition que j'ai tout de suite acceptée et aujourd'hui je suis en charge notamment de l'animation des 6 fédérations de la région Sud. Est-ce que vous ressentez en vous un destin national ? Moi Vous vous laissez porter ? Vous attendez quelque chose ? Non, j'ai jamais rien demandé, je laisse les choses faire, en tout cas je vis. C'est difficile de dire je vis au jour le jour parce qu'il faut toujours prévoir, c'est aussi ça, gouverner, mais en tout cas, je laisse faire les choses qui se font naturellement et comme je vois toujours le verre à moitié plein, si ça ne doit pas se faire, je fais autre chose, je rebondis, c'est ce que je fais au quotidien dans ma vie, politiquement aussi, donc j'ai beaucoup de responsabilités locales qui m'épanouissent énormément, dans lesquelles vraiment je prends du bonheur à exercer mes mandats. Peu importe la carrière qui me sera réservée, qu'elle soit nationale ou locale, tout me convient et tout va bien. Tout à l'heure, j'ai parlé de ce qui se passait sur Paris, avec les 3 femmes qui se présentent. Une question très simple. Ce qui est arrivé à Benjamin Griveaux, est-ce que ça pourrait arriver à une femme ? Je pense que ça pourrait arriver à n'importe qui. Je crois qu'aujourd'hui, la vie des hommes et des femmes politiques sont étalées sur la place publique. Aujourd'hui, il y a des candidats, des hommes et des femmes qui hésitent à se présenter à une élection en ayant peur, même s'ils n'ont rien à se reprocher, que quelque chose sort sur leurs enfants, sur leurs conjoints. La vie est complètement, aujourd'hui, on est mis sur la place publique. Donc je peux comprendre que certains n'aient pas envie que leur vie personnelle soit dévoilée. Pour ce qui est du cas de Benjamin Griveaux, je m'étonne juste qu'un homme avec les mandats qui lui sont attribués puisse ne pas imaginer
que ce genre d'agissement puisse être révélé. Maintenant, je condamne fermement ceux qui ont dénoncé et sont actuellement mis en examen, et je trouve qu'il y a des limites quand même et là, je trouve que les limites ont vraiment été clairement dépassées. Maintenant, je pense qu'il faut rester très vigilant sur les activités qu'on peut entretenir, même si chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée, ça ne nous regarde pas, mais je pense qu'il faut quand même être méfiant, parce qu'une carrière, tout un travail et des années d'engagement et des équipes, c'est pas un seul homme, c'est aussi toutes ces équipes qui sont quelque part condamnées dans cette affaire. Je pense qu'il faut rester très vigilant. Quelle est l'ambition secrète d'Alexandra Borchio ? C'est de continuer, mon ambition secrète, elle est de continuer à mener mes mandats au service de l'intérêt général et de pouvoir réussir à continuer à m'occuper de délégations qui sont propres à mes convictions. Mon ambition, elle est là. Elle est de continuer à rester moi-même, à ne pas avoir à me travestir et à continuer à m'engager dans le respect de mes propres valeurs. Jacques Chancel avait toujours l'habitude de terminer ses émissions Radioscopie avec une question. Et Dieu dans tout ça. Alors, je ne vous la poserai pas, mais vous faites beaucoup de choses, vous avez beaucoup de mandats. Qu'est-ce que vous voulez prouver et surtout à qui vous voulez prouver ? C'est une question que souvent je me pose en multipliant les activités. Il y a 1 an et demi, je me suis lancée j'ai repris mes études en fait. Je m'étais arrêtée quand j'étais étudiante à 24 ans à une maîtrise en information et communication pour devenir journaliste. Et c'est vrai que j'ai toujours besoin de m'enrichir. Je lis beaucoup, j'adore participer à des conférences. Donc j'ai un besoin de me nourrir intellectuellement en permanence. Des fois, je me dis j'aimerais en avoir moins l'envie et le besoin. Donc j'ai repris en toute humilité mes études. J'en ai pas parlé, j'ai pas fait de bruit parce que je ne savais pas si j'allais aller jusqu'au bout et surtout si j'allais l'obtenir. Chose faite, puisque au mois de janvier, après 18 mois, j'ai obtenu un Master 2 qui est une 5e année en sciences politiques. Et je me suis dit de toute façon que même si je l'obtenais pas, j'ai tellement appris pendant ces 18 mois, je suis tellement enrichie que c'était déjà un bienfait. Donc parfois je me dis pourquoi je fais toutes ces activités-là, mais j'étais déjà comme ça enfant, j'étais déjà déléguée de mon école, je faisais déjà un peu de bénévolat et de caritatif. Je pense que c'est en moi. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une psychanalyse pour savoir pourquoi j'ai besoin de faire toutes ces activités-là. En tout cas, aujourd'hui, elles me rendent heureuse et je continue à le faire. Et puis si un jour j'y arrive plus, je ferai autre chose ou je m'arrêterai, mais j'ai pas l'impression que c'est pour tout de suite. Je recevais ce vendredi matin Alexandra Borchio-Fontimp, conseillère municipale, conseillère départementale suppléante d'Éric Pauget, secrétaire générale adjointe au sein du Parti Les Républicains. Merci Alexandra Borchio de vous être livrée à cette introspection. Merci à vous pour l'invitation.